Bonjour Jean-Luc Bruguère. Bonjour. Figure de l'antiterrorisme en France, vous avez dirigé le pôle antiterroriste à Paris, vous avez été le représentant de l'Union européenne pour le programme américain de lutte contre le financement du terrorisme. Vous publiez un livre choc qui s'appelle Les voies de la terreur, Menace faille, l'ancien juge dit tout chez Fayard. En gros, vous nous dites on n'a rien inventé, Daesh n'a rien inventé, les failles sont toujours là et la menace existe depuis longtemps. Oui, c'est un peu rapide, mais je veux dire, ce qui est important, c'est de démontrer qu'il y a un continuum idéologique et stratégique, donc de l'islamisme radical, celui qui a inspiré donc Al-Qaïda, des autres organisations comme le Takfir, et puis jusqu'à Daesh, qui du reste est d'inspiration Takfir, donc un long de 83-84, à l'époque de l'Afghanistan, et puis surtout... Tout démarre en Afghanistan, oui, d'ailleurs, vous dites, c'est le berceau de l'islamisme. C'est la Mecque du djihadisme mondial, c'était l'Afghanistan, et qui va le redevenir demain, lorsqu'on passera de Daesh 1 à Daesh 2, probablement, c'est-à-dire dans les mois ou peut-être l'année suivante, car il faut regarder ce qui va se passer après, après la prise annoncée de Raqqa et de Mossoul. Oui, ça veut dire en fait qu'à chaque fois qu'une cellule est détruite, elle se démultiplie d'une autre manière. On est sur une menace métastasique. On n'est pas sur une menace pyramidale. On fonctionne, nous, en silo. Eux fonctionnent de façon latérale, virale. C'est une menace virale. Peut-être que c'est la raison pour laquelle on a eu tellement de difficultés à comprendre, parce qu'il y a une espèce de gap, une rupture sur le plan conceptuel, la façon de concepter et de comprendre les phénomènes. Nous, on est très rationnel. 1 plus 1, ça fait 2, évidemment, chez eux, rarement. Oui. Alors, vous nous parlez évidemment du GIA, de l'Algérie aussi, le réseau Carlos, un certain nombre d'affaires que vous avez à traiter, le DC10 UTA. Tout ça, finalement, il y a un lien, il y a finalement une nébuleuse qui est liée. Si vous voulez, il y a toujours quelque chose qui génère, qui engendre, si vous voulez. Il y a des matrices. Incontestablement, pendant la guerre froide, c'est l'opposition Est-Ouest qui a entraîné un certain nombre de comportements, de structures, de menaces indirectes. On ne pouvait pas avoir de confrontation directe, l'équipe de la terreur l'interdisait. Et donc, le terrorisme a été un moyen qui a été utilisé, manipulé par le bloc de l'Est, mais aussi par des États socialistes, enfin, du Moyen-Orient liés donc, à la nébuleuse socialiste, dans le cadre de cette confrontation. Ça a duré jusqu'en 1989. La dernière guerre par proxy, je peux dire, entre l'Est et l'Ouest, c'était l'Afghanistan, et paradoxalement, ça a donné naissance à un autre phénomène qui a surpris tout le monde, qui est l'islamisme radical d'inspiration théologique, non sponsorisé par les États et non connecté donc à une grande donne géopolitique qui était la confrontation Est-Ouest. On parle de l'attentat du RERB, 1998, menace sur la Coupe du Monde de foot, vous êtes juge antiterroriste, il y a une menace d'attentat contre cette Coupe du Monde. Vous décrivez cette situation ? Tout à fait, et qui est passée tout à fait inaperçue. Personne ne la voyait, il n'y avait pas de menace, elle n'était pas perspective. Vous savez, quand il n'y a pas d'attentat, les opinions publiques disent le problème ne se pose pas. Nous, on était à la manœuvre, pas 5 pays européens concernés, bien évidemment, et grande frappe. Donc, au mois de mai, à la moitié du mois de mai, on arrête 100 personnes en Europe. Grâce à ça, on aura une Coupe du Monde qui va se passer tranquillement. Leur langage codé, ils disent match de foot pour parler d'attentat et puis ils vont utiliser même, pour parler, je ne vais pas faire de publicité ici, mais une grande marque donc de chaussures ou de marques de sport qu'ils vont utiliser pour effectivement terme codé pour dire en fait équipe donc organisation de l'attentat. Alors 2001, assassinat du commandant Massoud, et puis l'attaque contre les Twin Towers, tout ça est lié. Les choses sont liées. 9 septembre, 11 septembre. Incontestablement, Al-Qaïda ne voulait pas, il fallait éliminer Massoud qui était l'élément dangereux, surtout après 11 septembre. Il fallait l'éliminer avant, on va l'éliminer avant, tout est programmé et tout va partir de la Belgique mais d'une façon très décentralisée et très peu organisée, je veux dire très improvisée. Oui, et vous dites déjà, à ce moment-là, Molenbeek, c'est la Mecque de l'islamisme. Mais Molenbeek, c'est 94. C'est au moment des attentats de 94. Au début, dans les enquêtes, qu'on va découvrir Molenbeek. C'est un ressortissant binational français qui va donc, grâce à sa carte d'identité, créer et installer Molenbeek. Les réseaux qui vont être à l'origine des attentats seront à Molenbeek, seront en Belgique. Oui. Est-ce qu'on prend conscience de la gravité de la situation ? Est-ce qu'on tarde à prendre cette conscience ? Aujourd'hui, la conscience est prise, peut-être un peu tardivement. Mais à l'époque, je peux vous assurer que nous étions assez peu nombreux. L'opinion publique ne nous suivait pas et les médias assez peu, même étaient assez en contre, parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de tout ça. On était dans une situation que j'appelle sismique, si vous voulez, parce que c'est un continuum, c'est pas un accident de l'histoire, les 11 septembre. Ce qui s'est passé aujourd'hui non plus. On est dans une trajectoire qu'il a fallu suivre
en continu. Oui, et ça veut dire, ça pose une question pour l'état de droit, vous le dites très clairement, est-ce qu'il faut renoncer à certaines valeurs? On voit que l'état d'urgence va encore être prolongé au moins jusqu'à la présidentielle. Alors, certainement pas. Il faut qu'on soit extrêmement solide sur nos valeurs. Ce sont nos valeurs qui nous protègent. On nous pousse, nos adversaires nous poussent à transiger et à passer, à avoir la tentation donc, de l'exception. La tentation de l'exception, c'est faire le jeu des terroristes. On a des capacités. La loi peut... Il n'y a pas d'antinomie fondamentale entre efficacité et légalité. La loi doit être en capacité, à condition d'avoir le courage politique de mettre le curseur là où il faut. En France, on le fait, peut-être ailleurs, on ne le fait pas, de façon à lutter efficacement contre le terrorisme. Alors, on a des témoignages, comme Abaoud aurait affirmé à un complice qu'au moins plusieurs dizaines de candidats au djihad ou à l'attentat suicide seraient entrés en Europe par notamment les voies des réfugiés. C'est probable. Et cela met, si vous voulez, en exergue, donc jette un coup de projecteur sur le fait qu'on parle beaucoup de la France, sur le fait d'une certaine faillite, excusez-moi l'expression, de l'Europe. Car l'Europe n'est pas, de mon point de vue, donc, au rendez-vous de l'histoire, ni de ses responsabilités d'une façon globale. L'Union européenne, je ne pointe pas. Et aujourd'hui, on voit bien, 13 novembre, ça s'est passé en Belgique. Mais on voit bien qu'il y a eu énormément de pays. Demain, il y aura peut-être d'autres attentats. Il était impératif que l'on puisse avoir donc, une Europe beaucoup plus ça veut dire quoi? consciente. Meilleur contrôle des frontières extérieures de l'Europe? Oui, certainement. Ce que tout le monde demande. Mais une mobilisation plus importante des services et une mobilisation politique qui permettent d'avoir donc, une action donc, en temps réel de l'ensemble du panel, service de police, service de renseignement, justice. Oui, parce que jusqu'ici, ça n'a pas été le cas. Et vous le pointez dans ce livre, les défaillances entre finalement le pouvoir politique, la justice, la police, le renseignement international. On fait son travail de façon indépendante. Mais les moyens institutionnels n'étaient pas là. S'il n'y avait pas eu cette volonté résolue des juges européens de pouvoir avancer à l'époque où il n'y avait rien, probablement on aurait eu des attentats. Oui, mais d'un autre côté, on se dit en lisant votre livre, ça ne va jamais s'arrêter. Non, ça ne va pas s'arrêter, ça ne s'arrêtera pas parce qu'à chaque fois, on alimente la chaudière, excusez-moi l'expression, par des erreurs politiques, géopolitiques, et puis on ne se donne pas les moyens parce qu'on est très fragmenté. Oui. Quoi par exemple comme erreur géopolitique? Il faut moins Moyen-Orient. C'est évident que sans résolution du problème du Moyen-Orient, qui est aujourd'hui la chaudière, bon, on aura le problème. Demain, Raqqa va être pris, Mossoul, ils vont se déplacer ailleurs, peut-être en Afrique, peut-être en Asie du Sud-Est, probablement encore en Afghanistan. Mais est-ce qu'on a une vision géopolitique de ça? Est-ce que l'Occident l'a? Quel est l'accord qu'il y a aujourd'hui entre un président Trump dont on ne sait pas très bien ce qu'il va faire, si ce n'est ce qu'il a dit en campagne, et une Europe fragmentée? Daesh oui, mais en quelques semaines. Tout ça, c'est bien gentil, c'est une posture. On n'extermine pas. Il faut on a des gens beaucoup plus intelligents qui ont un véritable agenda stratégique devant nous. Et il faut avoir cette conceptualisation de l'amont pour savoir ce que l'on fait ensemble. Merci beaucoup, Jean-Louis Bruguère. Ça s'appelle Les Voix de la Terreur. Menaces, failles, l'ancien juge dit tout, avec franchise, sans langue de bois, publié chez Fayard. Merci d'avoir été notre invité. Merci.